Tu sais nager? Bien, car tu vas voyager vers l'endroit le plus profond de l'océan Pacifique. Mets tes palmes. Le fond le plus abyssal de la fosse des Mariannes t'attend. Maintenant, entre dans l'eau. Vraiment, allez! Très bien. 30 cm sous l'eau. C'est la profondeur à laquelle tu peux nager sans équipement, comme un masque par exemple. Hé, regarde, ce doit être des touristes. Ou bien des baleines. 3 mètres sous l'eau. C'est un peu plus profond que les piscines publiques ou les plages des États-Unis. Tu peux voir des poissons colorés et même du phytoplancton qui se nourrit des rayons du soleil. 8 mètres de profondeur. C'est à ce niveau que se trouvent les fondations de la ville flottante de Venise, en Italie. Ces bâtisseurs ont posé des colonnes à cette profondeur, sur lesquelles ils ont ensuite construit les maisons et les rues. 10 mètres sous l'eau. Tu commences à ressentir une forte pression. À la surface, tu te trouves sous la pression atmosphérique, 1 kg force par centimètre carré. Mais ici, à 10 mètres, cette pression est doublée. Toutes les poches d'air de ton corps, dont tes poumons ou tes oreilles par exemple, commencent à se comprimer à cause de cette pression, ce qui te met mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas, tes organes sont souples et élastiques. Tu peux continuer à descendre. 12 mètres sous l'eau. Oups, tu commences à manquer d'air. Une personne peut en moyenne retenir sa respiration pendant 30 à 90 secondes. L'impressionnant record actuel est de 24 minutes et 37 secondes. Bon, tu auras besoin d'un équipement de plongée pour continuer ta descente. Et voilà, tu prends de la bouteille, dis donc. Les touristes plongent à cette profondeur pour observer les récifs et les coraux. Tu n'as pas besoin de compétences particulières pour cela, mais tu ne peux pas plonger plus profond sans formation ni permis. 14 mètres de profondeur. Fais attention, des requins nagent par ici à la recherche de nourriture. Parfois, les touristes descendent à cette profondeur dans une cage sécurisée pour voir ces bêtes de près. Il vaut mieux rester à l'écart de ces prédateurs et ne pas attirer leur attention. Assure-toi donc de ne pas porter de bijoux brillants. Les requins adorent ce genre de choses. 19 mètres sous l'eau. À cette profondeur, tu pourrais voir le laboratoire Aquarius Reef Base de Floride. Il s'agit d'un bâtiment entier avec des pièces pour explorer les fonds marins, le tout accessible par une trappe. 32 mètres de profondeur. Tu vois une étrange cloche suspendue à une chaîne. Les gens utilisaient cet objet pour plonger en eau profonde il y a environ 400 ans. Ils descendaient une cloche depuis un bateau au moyen de chaînes avec des plongeurs à l'intérieur. Il y avait assez d'air dans la cloche pour qu'ils puissent respirer. De cette façon, ils pouvaient explorer les navires naufragés et récupérer leurs trésors. 42 mètres. À cette profondeur, tu trouveras une ville entière engloutie dans le lac Qiandao en Chine. Tu peux encore y voir des rues, des maisons et des temples. 100 mètres. Waouh! Tu as failli percuter une énorme baleine bleue. Comment as-tu pu ne pas la voir? Ces animaux qui font la taille de 2 wagons de train plongent généralement à cette profondeur. Chut! Écoutons-les chanter quelques instants. C'est magnifique. Continuons. 200 mètres. C'est là qu'une grande partie de la vie océanique s'arrête. Les rayons du soleil pénètrent à peine plus bas. Au-dessous, il n'y a plus que des poissons très étranges comme cette baudroie que tu vois là. S'ils sont si bizarres d'aspect, c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à la haute pression qui règne ici. 214 mètres sous l'eau. Après ça, tu ne verras plus un seul humain sans équipement de plongée. Cet homme détient le titre de l'homme le plus profond du monde, car il est le seul à avoir réussi à atteindre une telle profondeur. La pression de l'eau sur son corps à ce niveau était 20 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface. 300 mètres. C'était quoi ce bruit? Oh là, un sous-marin! C'est la profondeur maximale à laquelle ils peuvent descendre. Certains d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 42 km/h. Fait amusant, une autruche peut courir 2 fois plus vite, mais elle ne sait pas nager. 332 mètres. Tu peux dire au revoir à ce plongeur, tu n'en verras pas au-delà de ce point. Le record du monde a été établi dans la mer Rouge. Il n'a fallu que 12 minutes au plongeur pour atteindre cette profondeur. Mais il lui a fallu 15 heures pour revenir à la surface, afin d'éviter l'accident de décompression. Alors maintenant, tu enfiles ta combinaison de plongée profonde. Elle est complètement étanche et tu ne sentiras pas la pression incroyablement forte de l'eau sur ton corps. 443 mètres. Si tu mettais l'Empire State Building dans l'eau, son extrémité se trouverait ici. Et toute la moquette à l'intérieur serait mouillée. 700 mètres sous l'eau. La pression de l'eau ici est 70 fois plus élevée qu'à la surface. Les parties en plastique souple de ta combinaison ne peuvent pas résister à ce genre de pression. Mais une livraison d'urgence arrive. C'est un submersible de grande profondeur.
Maintenant, tu peux continuer à descendre jusqu'au fond. 830 mètres. Ici, tu verrais la pointe du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais qui donc s'amuse à mettre tous ces immeubles dans l'eau? 1641 mètres. C'est la profondeur de l'un des lacs les plus anciens et les plus profonds du monde, le lac Baïkal. Sa superficie est légèrement supérieure à celle de la Belgique. 2450 mètres. C'est la profondeur record atteinte par la plateforme pétrolière Perdido dans le golfe du Mexique. Et sa partie supérieure émergée, composée de 3 ponts, est presque aussi haute que la tour Eiffel. 3646 mètres. C'est la profondeur moyenne de l'océan Atlantique. Tu peux y voir un énorme tube aussi large que le cou d'une girafe. On dirait qu'il n'a pas de fin. Ce câble reliait l'Europe et l'Amérique du Nord et servait autrefois aux communications télégraphiques. 3750 mètres sous l'eau. Soudain, dans l'obscurité, tu aperçois la silhouette d'un navire. Pas possible, mais c'est le Titanic. La pression intense de l'eau écraserait complètement une personne à cette profondeur. Tu ne peux donc plonger jusqu'au Titanic que dans un sous-marin. 4000 mètres. C'est ici que s'arrête la mine la plus profonde au monde, la mine d'or de Mponeng en Afrique. Mais il existe encore des endroits plus profonds à visiter. Accélère. 6100 mètres. Ici, tu peux voir les débris les plus profondément engloutis d'un vieux navire. L'USS Johnston a coulé il y a plus de 70 ans. Tu peux encore clairement voir le numéro 557 sur sa proue. 8000 mètres. Ici, dans cette obscurité totale, tu trouveras le poisson le plus abyssal du monde, la limace de mer des Mariannes. Elle fait la longueur d'un chat domestique et a une peau presque transparente. Ses yeux sont peu développés pour la vision, car la lumière du soleil n'atteint jamais cette profondeur. 8850 mètres. Si tu prends le mont Everest, que tu le retournes et que tu le plantes dans la fosse des Mariannes, c'est exactement là que tu verrais sa pointe. Même s'il s'agit du point le plus haut de notre planète, il te reste encore un long chemin à faire jusqu'au fond. 10 900 mètres sous l'eau. Ici, dans le Challenger Deep, tu peux encore voir des créatures vivantes. Mais tu auras besoin d'un microscope pour cela. Les bactéries qui vivent ici se nourrissent de molécules organiques similaires au pétrole. Un peu plus profond. Félicitations, tu viens de toucher le fond. Tu te trouves à 11 000 mètres de profondeur. La pression ici est 1071 fois plus élevée qu'à la surface. Mais tu n'es pas la première personne à être venue ici. L'une des dernières expéditions au fond de la fosse des Mariannes a eu lieu en 2012. Un cinéaste américain y est descendu dans un sous-marin qu'il avait lui-même conçu. Mais la pression a cassé certains moteurs, il lui a donc été difficile de manœuvrer. Le sonar a lui aussi été endommagé et certaines des batteries se sont vidées. Il est resté dans le Challenger Deep pendant environ 3 heures et a pris de nombreuses photos et vidéos. Si tu regardes attentivement le fond lui-même, tu peux voir des bulles. C'est du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Le dioxyde de carbone est liquide ici à cause de la pression extrême et de la température proche du point de congélation. Mais il y a encore de la vie ici, dans ces conditions plus que difficiles. Les 3 micro-organismes les plus courants sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. S'il y en a si peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture ici. Généralement, on trouve beaucoup de feuilles de palmier au fond de l'océan. Elles descendent de la surface jusqu'ici. Mais la fosse des Mariannes est à 200 km des îles les plus proches. Donc la seule nourriture qu'on trouve, c'est du vieux plancton et des écailles de poissons provenant des couches supérieures de l'océan. Mais ils doivent parcourir des milliers de mètres avant que les habitants des fonds marins puissent s'en nourrir. Tu voudrais aller encore plus profond à l'intérieur de la croûte terrestre ? Dans ce cas, tu devras dégainer ta foreuse géante et allumer tes moteurs à réaction. Si tu descends encore de 60 km à travers la croûte terrestre, tu trouveras sa limite. Tu es maintenant dans le manteau supérieur. C'est un océan de lave chaude profond de 2900 km. Tu devras le traverser à la nage pour atteindre le noyau externe. C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ?
Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète. Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment, et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci ? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression ? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors ? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle ?
La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux. Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivé, la fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et probablement le plus mystérieux de la planète. Quoi que cela veuille dire. Des créatures bizarres telles que le poisson pêcheur des profondeurs, le requin lutin et l'exanquiforme, le poisson fantôme ou encore le poisson hachette vivent dans une fosse en forme de croissant dans le Pacifique occidental. 3 personnes seulement sont descendues au fond à bord du Challenger Deep à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Ici, à une profondeur de près de 3350 mètres, des cheminées laissent échapper du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Les volcans de boue entrent en éruption sous une pression 1000 fois supérieure à celle de la surface. Et donc, ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller, alors au revoir. Retourne là-dedans. D'accord, puisque tu as cliqué, oui, tu es sur le point de visiter des endroits tout aussi mystérieux et effrayants que la fosse des Mariannes. Ton premier arrêt est le Mexique, la péninsule du Yucatan pour être précis. Tu vois ces gouffres sans fond remplis d'eau cristalline ? C'est de l'eau de source qui recouvre de l'eau salée provenant de la mer. Ces gouffres sont appelés cénotes. Les Mayas prenaient ces puits naturels pour les portes d'un monde souterrain. Des milliers de cénotes, créés par l'effondrement de la roche calcaire, forment l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines du monde. Tu peux facilement te perdre dans ce réseau enchevêtré et mystique. Bon, il est temps de visiter les Caraïbes. Là-bas, tu devras descendre à une profondeur de près de 2000 mètres pour voir le champ hydrothermal de Van Damme. Les cheminées hydrothermales projettent des jets d'eau boueuse et brûlante dont la température atteint 204 degrés Celsius. C'est presque assez pour cuire une pizza. Ces monticules sont faits de talc, une substance que l'on trouve dans la poudre pour bébé. Le champ hydrothermal de Van Damme est une oasis pour d'étranges espèces. L'une d'entre elles est une sorte d'inquiétante crevette sans yeux. À la place, elles sont équipées de plaques de cellules photosensibles sur leur dos. Cette fois, pas besoin de voyager très loin. Le prochain mystère sur ta liste se trouve aussi dans les Caraïbes. Juste au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. Il est aussi bleu. Oui, c'est le Grand Trou Bleu. Ce truc fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, c'était une grotte, jusqu'à ce que la montée des eaux la remplisse et la fasse s'effondrer sur elle-même.
plus tu descends dans les eaux cristallines du Grand Trou, plus il devient sombre. Tu verras des tonnes de grottes remplies de stalactites, mais n'essaie surtout pas d'y entrer, à moins que tu veuilles te perdre. Une fois que tu as atteint une profondeur de 15 mètres, tu vois l'eau scintiller. C'est la ligne invisible qui sépare la partie supérieure salée du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il est temps de sortir de là, qui sait ce que tu pourrais rencontrer dans les profondeurs obscures. Ta prochaine destination est au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Près de 500 sources de bulles de méthane ont été découvertes à cet endroit il y a plusieurs années. À cause de ces bulles, les cheminées ont reçu le nom d'écoulement de champagne. C'est vrai que ça sonne mieux que spa de paix. Les scientifiques restent perplexes face à ce phénomène. D'où vient le méthane? De vaches sous-marines? Pourquoi sa température est-elle plus élevée que celle de l'océan qui l'entoure? Et surtout, que se passerait-il si tu réussissais à allumer une allumette quelque part près d'une grande bulle? Le méthane est un gaz hautement inflammable, et mettre le feu à une bulle de méthane, eh bien, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, tu pars pour l'Islande. L'objectif est de plonger dans Silfra, une fissure remplie d'eau pure de glacier. Cette fissure de 63 mètres de profondeur est le seul endroit sous-marin de la planète où tu peux toucher 2 continents en même temps. Plus on s'enfonce, plus l'obscurité règne. Le paysage rocheux a l'air de venir d'un autre monde. Les plongeurs qui osent visiter cet endroit incroyable risquent de voir leur équipement gelé, de souffrir d'hypothermie ou de ne pas survivre du tout. Après tout, la température de l'eau dans la fissure de Silfra est d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Brrr. Ta prochaine destination est l'Écosse. Ok, prépare les cornemuses. Si tu plonges dans le golfe de Corryvreckan, un détroit entre 2 îles, tu verras d'énormes rochers sous-marins et des creux profonds. Ils créent le 3e plus grand tourbillon permanent de la planète, le détroit de Corryvreckan. L'eau se déplace dans le détroit à une vitesse incroyable. Elle heurte les rochers sous-marins et le tout ressemble à une marmite d'eau bouillante. Les vagues produites dans le processus atteignent parfois une hauteur de 5 mètres et on peut toujours entendre le tourbillon qui gronde à 16 km à la ronde. On pense que le détroit de Corryvreckan a avalé des dizaines de marins au cours des siècles. Ils ont été pris au dépourvu par la férocité de ce phénomène naturel qui les a entraînés sous l'eau en un clin d'œil. Ok, assez avec les cornemuses. Tes aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Tu te diriges vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle a à peu près la taille de l'Espagne et l'océan en dessous contient autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré jusqu'au fond de cet énorme morceau de glace. Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus troublantes étaient des poissons qui nageaient à l'envers et des anémones de mer retournées, suspendus dans les eaux glaciales. J'espère que les endroits bizarres à la réputation douteuse ne t'effraient pas. Ah, tu es sur le point de visiter le Triangle des Bermudes. Il s'agit d'une zone située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, où des avions et des bateaux semblent disparaître dans les airs. Ce lieu a attiré l'attention pour la première fois en 1945. C'est alors que 5 avions de la marine américaine ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio soit perdu, le chef de vol a dit « Nous entrons dans les eaux vives, quelque chose ne tourne pas rond ». Après cela, les avions et les 14 hommes qui les pilotaient ont disparu. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un avion de secours avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la cité mythique de l'Atlantide se trouve au fond du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler des navires et faire tomber des avions. D'autres attribuent la faute à des phénomènes naturels rares et inconnus, par exemple des anomalies magnétiques ou des énormes poches de méthane inflammables. On recommence. Alors si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces, sauf l'odeur. Mais le méthane se trouve partout dans le monde et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à expliquer quoi qu'il en soit. De nombreuses routes maritimes très fréquentées passent par cette zone. Pas étonnant que des navires et des avions y coulent plus que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds, tu pars à nouveau vers le nord. Ta destination est le cap Désolation au Groenland. Sympa comme endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette zone.
et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail accrochés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert par hasard. Ces coraux rosés uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivent dans de forts courants à 914 mètres sous la surface. Un autre endroit unique à ne pas manquer se trouve entre le Groenland et la Sibérie. La dorsale de Gäkel est la partie la plus profonde et la plus éloignée du système mondial de dorsales médio-océaniques. À certains endroits, elle atteint une profondeur de plus de 5 km. Il est normal que les coins les plus sombres de ce monde sous-marin restent inexplorés. Des réactions chimiques fascinantes se déroulent au fond de la dorsale, produisant des fluides chauds riches en minéraux. Ils jaillissent des cheminées du plancher océanique comme des étudiants de première année lors d'une fête clandestine. Et comme ces cheminées sont isolées du reste de l'océan, ce sont des points chauds pour des créatures bizarres qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ton prochain arrêt est juste au large des côtes de Cuba. Colonnes circulaires, sol pavé, structures symétriques en pierre, voilà à quoi ressemble la ville sous-marine cubaine. Que s'est-il passé ici? Comment une grande ville a-t-elle sombré à une profondeur de plus de 610 mètres? Beaucoup de gens pensent que ce sont les ruines d'une civilisation depuis longtemps oubliée. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. Les structures en forme de disques et de beignets apparaissent souvent autour des zones du plancher océanique où se libèrent les gaz naturels. Encore et toujours ces gaz. Lorsque tu viens visiter la mer des Sargasses, au milieu de l'océan Atlantique Nord, tu ne trouves pas ses côtes. Au lieu de cela, elle est entourée de puissants courants océaniques. Ce sont ces mêmes courants qui transforment la mer en une gigantesque formation d'algues brunes et denses. Au XIXe siècle, un navire français a été découvert dans la mer des Sargasses. Ses voiles étaient déployées, mais il n'y avait pas un seul membre d'équipage à bord. Cette disparition mystérieuse a longtemps laissé penser que ces algues étaient carnivores. La mer des Sargasses est en effet un endroit étrange. Elle est toujours étrangement calme et anormalement chaude, bien qu'elle soit entourée par les eaux glacées de l'océan Atlantique. Est-ce que l'un de ces endroits bizarres pourrait abriter le plus grand prédateur marin de tous les temps, le mégalodon? Les dents de ce requin géant, dont certaines sont plus grandes que la main d'un homme adulte, ont été retrouvées à peu près partout dans le monde. Mais comme ces créatures préféraient les eaux chaudes et peu profondes, elles vivaient le long des côtes de tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. En d'autres termes, ce serait une perte de temps de chercher le prédateur géant dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, au Groenland ou dans les cénotes mexicains. Mais alors, pourrait-il choisir les eaux des Caraïbes pour se cacher de l'agitation du monde moderne? Ne te fais pas d'illusions, rien ne prouve à ce jour l'existence du mégalodon. Ce n'était pas un animal timide et insaisissable. Et toujours est-il que personne n'a vu ce requin géant rôder dans les parages récemment, pas même près des spas de paix. Si tu pouvais plonger directement dans l'obscurité mystérieuse des profondeurs de l'océan, qui sait ce que tu trouverais? Des légendes vieilles de plusieurs centaines d'années évoquent des monstres marins géants qui se cachent au plus profond des eaux, comme le kraken, le monstre du Loch Ness, l'hydre, le léviathan et bien d'autres encore. D'accord, personne n'a jamais vu ces créatures. Mais il y a quand même des araignées de mer, des calamars et des vers, et bien d'autres animaux bizarres qui ont grandi bien au-delà de ce à quoi l'on s'attendait. Jette un coup d'œil à ce calmar colossal provenant des eaux subantarctiques. Il est environ 14 fois plus long que l'encornet Minami qui vit près de la Nouvelle-Zélande. Et au fond de l'océan Pacifique, il y existe une éponge de mer aussi grande qu'un monospace. Les océans contiennent environ 96,5% de toute l'eau de notre planète. Jusqu'à 80% de toute la vie sur Terre que nous avons découverte se trouve sous la surface de l'eau. Nous n'avons pas encore exploré, cartographié ni même visité plus de 80% de l'océan. En fait, nous avons mieux cartographié Mars que les fonds marins. La pression qui règne là-dessous est insensée et elle te donnerait l'impression d'être écrasé par près de 50 jumbo jets. Quant aux températures à de telles profondeurs, elles sont extrêmement basses. Les conditions qui règnent au fond de l'océan sont rudes. Les créatures qui y vivent doivent donc s'adapter. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles sont devenues très grandes pour survivre. Ce phénomène est appelé gigantisme des profondeurs. Plus tu t'enfonces sous la surface, moins il y a de lumière solaire.
C'est pourquoi les températures baissent drastiquement. Le résultat de ce phénomène est une augmentation de la taille des cellules et une plus longue espérance de vie. De plus, ces créatures n'ont pas autant d'oxygène que les animaux marins qui vivent dans des parties moins profondes. Et leurs sources de nourriture sont minimes. La plupart de la nourriture qu'ils reçoivent provient des eaux moins profondes et seule une petite partie de celle-ci ruisselle vers les abysses. Et quand il n'y a pas assez de nourriture, être grand est un avantage. Les créatures plus grandes peuvent se déplacer plus loin et plus vite pour trouver quelque chose à manger. Leur métabolisme fonctionne plus lentement. Elles ne digèrent pas la nourriture aussi vite, elles peuvent donc stocker celle-ci et conserver de l'énergie pour les moments difficiles où elles ne trouvent rien à manger. Elles n'ont pas non plus besoin de réguler leur température corporelle, ce qui les aide à économiser un peu d'énergie qu'elles peuvent ensuite transférer à d'autres processus corporels. Elles arrivent à maturité plus lentement et plus tard que les créatures qui vivent dans des eaux peu profondes. La majorité des espèces de poissons qui vivent dans les abysses vivent 30 ans, voire plus. L'Oplostète orange, quant à lui, vit jusqu'à 150 ans. Ce poisson mesure 7 mètres de long et pèse jusqu'à 1,5 tonnes. Mais il lui faut plus d'un siècle pour atteindre ces dimensions. Il commence à chercher un partenaire lorsqu'il a 30 à 40 ans. Et s'il peut vivre aussi longtemps, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs à de telles profondeurs. De plus, il n'y a pas d'humains ou d'autres éléments qui peuvent le déranger ou mettre son existence en péril. À de telles profondeurs, l'environnement est assez stable, donc beaucoup d'animaux s'y trouvent comme de véritables fossiles vivants. Ils n'ont probablement pas changé depuis des millions d'années. Les 200 premiers mètres de profondeur de l'océan sont considérés comme la haute mer. La majorité de la vie marine que nous avons découverte y vit, car c'est la zone que le soleil peut encore atteindre. Puis, à mesure que l'on s'enfonce, on atteint la zone crépusculaire. Il semblerait que rien n'y vive. Mais à environ 250 mètres, il se trouve une petite oasis de vie ancienne qui s'épanouit. On y trouve des lys de mer, animaux qui n'ont pas changé depuis des millions d'années. Les coélacantes, un autre fossile vivant, peuplent l'océan depuis plus de 360 millions d'années. Les myxines n'ont pas changé depuis très longtemps non plus, depuis plus de 300 millions d'années. Cette créature vit à une profondeur de 1700 mètres. Elle a évolué avant le reste des vertébrés, c'est pourquoi c'est le seul animal doté d'un crâne, mais sans mâchoire ni colonne vertébrale. Les créatures des profondeurs ne peuvent pas survivre dans les eaux peu profondes. Elles ont évolué pour vivre en profondeur sous une pression hydrostatique plus importante. Les humains et les autres organismes qui ont des espaces internes remplis de gaz seraient écrasés s'ils pouvaient aller à de telles profondeurs. C'est pourquoi les plongeurs en eau profonde doivent toujours porter des combinaisons spéciales conçues pour des environnements à haute pression, même s'ils ne vont pas très profond dans les zones où vivent ces géants. Toutefois, près de l'Antarctique, on peut assister à ce gigantisme bien plus près de la surface. Des éponges géantes, des limaces de mer, des araignées de mer de la taille d'une assiette, des vers et même d'énormes organismes unicellulaires, tous ont tendance à nager dans des eaux moins profondes. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi, mais ils pensent que cela pourrait avoir un rapport avec l'oxygène. Les espèces géantes n'utilisent que très peu d'oxygène. Or, les eaux autour de l'Antarctique en sont assez riches, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement aucune limite à la croissance de ces animaux. Revenons aux créatures des profondeurs. Comme nous l'avons mentionné, elles ont dû s'adapter à une forte pression, si bien qu'elles n'ont presque pas d'espace rempli d'air dans leur corps. Elles sont principalement composées d'eau, et comme l'eau est incompressible, cela les aide à ne pas être affectées par une pression aussi élevée. Mais à cause de cela, si elles devaient remonter vers la surface, elles gonfleraient probablement, peut-être même jusqu'à l'explosion. Prenons le blobfish, poisson qui détient le titre d'animal le plus laid du monde. Il a l'air normal sous la surface, là où se trouve son habitat naturel. Mais lorsqu'il remonte à la surface, où la pression est 120 fois plus faible, il change de forme. Le blobfish n'a pas de squelette ni de muscles, alors sans pression élevée des profondeurs, il finit par être tout mou et tout flasque. Les sombres profondeurs océaniques ne sont pas seulement effrayantes à regarder, mais aussi à écouter. En 1997, des scientifiques essayaient de trouver des volcans sous-marins situés au large de la côte sud-américaine. Pendant leurs expéditions, ils ont enregistré l'un des bruits les plus forts jamais enregistrés. Si fort
que même des capteurs situés à plus de 4500 km de distance ont réussi à le capter. Ils l'ont plus tard appelé le bloop. Il leur a fallu 15 ans pour conclure que ce son provenait d'un tremblement de glace. C'est lorsque l'activité sismique brise le sol gelé. L'eau au fond de l'océan n'est pas toujours extrêmement froide. Il y a des évents hydrothermaux au fond de la mer et l'eau qui en sort peut atteindre les 400 degrés Celsius. Mais à de telles températures, la très forte pression, celle-là même qui t'écraserait, est ce qui empêche l'eau de bouillir. Des centaines d'espèces animales vivent près des évents hydrothermaux en eau profonde. Certaines d'entre elles, comme les vers tubulaires, ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Ces vers absorbent les composés chimiques des fluides qui s'échappent des évents. C'est ainsi qu'ils nourrissent les bactéries qui y vivent. Et en retour, ces bactéries leur fournissent le carbone dont les vers tubulaires ont besoin pour survivre. 2/3 de toutes les espèces de corail découvertes par les scientifiques vivent dans des parties sombres, profondes et extrêmement froides de l'océan. Certaines vivent même à 5000 mètres de profondeur. Elles peuvent survivre à des températures aussi basses que -2 degrés Celsius. Certains de ces coraux d'eau froide ont plus de 8000 ans. Ils forment des structures étonnantes qui peuvent s'élever jusqu'à 35 mètres de haut. Les profondeurs ne sont pas seulement un monde mystérieux de créatures bizarres. Le paysage sous la surface océanique est aussi magnifique. Et les canyons qui s'y cachent feraient même paraître le Grand Canyon tout petit. Par exemple, prenons celui qui se trouve dans la mer de Bering, le canyon Zemshug. Son relief vertical a une profondeur de plus de 2600 mètres. Les plus hautes vagues océaniques ne sont pas celles que tu peux voir depuis le littoral. Elles se produisent sous la surface et on les appelle des vagues internes. Elles se produisent entre deux masses d'eau qui ont des densités différentes. Elles se déplacent à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par heure et peuvent atteindre des hauteurs de 200 mètres. En 2003, alors qu'il poursuivait un mérou subitement disparu sous les flots dans la baie de Chetumal, au Mexique, un pêcheur solitaire fit la découverte d'un trou énigmatique, dissimulé à la vue. Plus de 10 ans plus tard, son fils revint sur place, accompagné de chercheurs désireux d'examiner ce phénomène. Ils entamèrent des relevés. 30 mètres, 49 mètres, 130 mètres. Toujours aucun fond en vue. À mesure que les instruments s'enfonçaient dans l'eau obscure et immobile, les relevés devenaient de plus en plus déroutants. Une eau chaude et salée, là où cela semblait impossible. Des courants remontant des ténèbres. Les dernières mesures dépassaient 420 mètres sans qu'on puisse distinguer le fond. Silencieux, vertigineux, périlleux, voici Tam Ja, le plus récent et le plus profond des trous bleus connus sur Terre. Et il abrite peut-être une énigme encore jamais révélée. La nature agit avec lenteur. Durant des millénaires, voire des millions d'années, l'eau creuse patiemment la roche souterraine. Puis, un jour, tout s'effondre, le plafond cède, le sol s'abîme, et ne subsiste qu'un trou béant. C'est un gouffre d'effondrement. Les trous bleus sont en réalité d'anciens gouffres, lentement submergés lorsque le niveau marin s'éleva il y a fort longtemps. Vus du ciel, ces trous prennent l'apparence d'ombres circulaires, bien plus sombres que les eaux environnantes. Leur extrême profondeur en est la cause. La lumière du soleil peine à en atteindre le fond. Certains plongent sur plusieurs centaines de mètres, suivant un axe presque vertical. Isolés des courants océaniques, ils forment des milieux immobiles et clos, dont les mécanismes échappent encore à la compréhension des scientifiques. Qu'est-ce qui distingue Tam Ja des autres? La plupart des trous bleus célèbres, tels le grand trou bleu du Belize, sont aisément repérables, visibles même depuis l'espace. Tam Ja, à l'inverse, semble vouloir passer inaperçu. On dirait que la nature a sciemment choisi de le dissimuler. Même un drone positionné à la verticale peine à en percevoir les contours. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il est demeuré si longtemps hors d'atteinte. Le véritable mystère ne s'est révélé qu'après les premiers relevés effectués par les chercheurs. En décembre 2023, les scientifiques décidèrent d'explorer les profondeurs de Tam Ja à l'aide d'un instrument appelé sonde CTD, apte à mesurer la conductivité, la température et la profondeur. Lorsqu'il franchit les 400 mètres, une anomalie attira leur attention. L'eau, au lieu de se refroidir, devenait soudainement plus chaude. Elle présentait aussi une salinité nettement accrue, avec des valeurs correspondantes à celles observées dans la haute mer des Caraïbes. Mais attendez, la baie de Chetumal fait déjà partie des Caraïbes. Alors en quoi est-ce si étonnant? Tam Ja se trouve enfoncé loin à l'intérieur de la baie,
et sa profondeur exceptionnelle détonne dans un cadre aussi calme et abrité. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que l'eau au fond de cette cavité présente exactement la même température et le même degré de salinité que la haute mer, alors qu'elle en est isolée horizontalement. Cela laisse supposer l'existence de tunnels ou de fissures souterraines reliant le fond de Taamja à la haute mer, non pas en surface, mais en passant sous la roche. Une sorte de réseau secret de conduite naturelle, dont l'origine pourrait remonter jusqu'à l'époque des grands impacts d'astéroïdes. Taamja se situe non loin du cratère de Chicxulub, là où, il y a 66 millions d'années, un météore gigantesque s'est écrasé sur la péninsule actuelle du Yucatan. Cet événement est généralement considéré comme l'élément déclencheur de la grande extinction ayant rayé les dinosaures de la surface du globe. L'astéroïde n'a pas formé Taamja lui-même, mais il aurait pu fracturer les strates rocheuses, facilitant ainsi la création ultérieure de grottes, de tunnels et, à terme, de trous bleus. Certains avancent même que ce réseau englouti pourrait s'étendre à d'autres cénotes ou sources cachées à proximité. Explorer Taamja ne se limite pas à cartographier des tunnels immergés. Lors de la première expédition, les chercheurs observèrent un phénomène troublant. Alors que la baie environnante était agitée de vagues désordonnées, l'eau située juste au-dessus du trou demeurait étrangement calme. Puis, depuis son centre, une montée lente d'eau s'est produite, semblable à l'exhalation discrète d'une source enfouie. Ni geyser, ni éclaboussure, mais une poussée stable. Comme si quelque chose en profondeur s'était mis en mouvement. Ce surgissement unique rendit la suite de l'exploration plus angoissante. Les plongeurs dirent avoir eu l'impression de rencontrer une entité vivante, mouvante, réagissant à leur présence avec une déroutante étrangeté. Lorsqu'un lieu est aussi profond, obscur, et totalement isolé du reste de l'océan, il devient une porte entr'ouverte sur l'inconnu. Certes, il est peu probable qu'un dieu marin surgi de l'imaginaire Lovecraftien puisse s'y glisser, mais rien n'exclut la présence d'espèces encore jamais observées, peut-être même potentiellement dangereuses. Cela demeure de l'ordre de la spéculation, mais si le gouffre s'enfonce encore davantage, toute vie microbienne présente serait sans doute très ancienne, adaptée à des conditions extrêmes et hostiles. Il n'est nul besoin d'évoquer un monstre marin. Même des organismes microscopiques mais inconnus pourraient, s'ils étaient libérés, perturber nos écosystèmes contemporains. Il se pourrait que l'on y découvre de l'eau préhistorique, ou quelques vestiges liés à l'impact de l'astéroïde qui provoqua l'extinction des dinosaures. Le site pourrait abriter un écosystème complet, resté scellé durant des millénaires. Et cela importe. Si la vie peut subsister dans un tel isolement, elle pourrait aussi exister dans des environnements similaires, sur des lunes comme Europe ou Encelade. Par ailleurs, certains trous bleus, tels le Grand Trou Bleu, renferment des gaz toxiques capables de corroder le matériel, voire de brûler la peau. On comprend alors pourquoi les plongeurs ont eu l'impression d'explorer un organisme vivant. Peut-être vous demandez-vous s'il est possible de louer du matériel et d'explorer vous-même ce gouffre. La réponse est non. Même l'équipement de base en plongée nécessite une certification. Et les magasins spécialisés refusent systématiquement de louer à des personnes non qualifiées, a fortiori pour un lieu aussi périlleux. Même certifié, la plongée récréative ne permet de descendre qu'à une quarantaine de mètres. Au-delà, il faut une formation spécifique, du matériel adapté et une vigilance extrême. Les professionnels eux-mêmes dépassent rarement les 300 mètres, et uniquement au prix de dispositifs complexes et risqués. À ces profondeurs, la pression de l'eau devient un obstacle redoutable, suffisante pour broyer la majorité des équipements qui ne sont pas conçus à cet effet. Ainsi, pour l'heure, Taamja demeure un mystère que l'on ne saurait percer par la plongée traditionnelle. La prochaine étape consistera probablement à envoyer un ROV, un sous-marin télécommandé muni de caméras, de bras articulés et de capteurs. Il peut explorer des profondeurs inaccessibles aux plongeurs et y rester plus longtemps. Ces engins pourraient révéler des fossiles, des anomalies chimiques et des traces des changements climatiques passés. Dans la majorité des trous bleus, la vie est bel et bien présente. Éponges, coraux, poissons. Cependant, plus on descend, plus l'oxygène diminue, compliquant la survie, bien que certains microbes persistent. Parmi ces rares formes de vie, on trouve des organismes unicellulaires à coquilles appelés foraminifères et de minuscules nématodes. C'est grâce à ces créatures microscopiques que l'on suppose que si la vie peut exister dans les eaux sombres, salées et anoxiques de Taamja, elle pourrait aussi survivre sur d'autres mondes aquatiques.
Pourtant, malgré l'engouement, Taamja reste curieusement vide de faune plus importante. Même dans les couches supérieures, où les niveaux d'oxygène sont suffisants, aucun poisson, crustacé, ni même une petite crevette n'a été observé. Seulement de minuscules organismes invisibles à l'œil nu. Pas de bikini bottom, mais il faut reconnaître que le fond n'a pas encore été atteint. Cela nous conduit à une interrogation. Les ROV parviendront-ils un jour à atteindre le fond de ce gouffre océanique? Il se pourrait que sa profondeur soit supérieure à nos estimations, ou que sa configuration complique la collecte de mesures exactes par nos instruments. Ce trou pourrait receler des tunnels latéraux, des rebords ou des courbures qui perturbent les relevés. Les parois pourraient être trop instables, ou la pression et la chimie de l'eau perturber les capteurs. C'est un peu comme jouer à un niveau sous-marin au ralenti, avec un robot capable de saisir des objets, mais fragile. Heureusement, les scientifiques disposent d'autres options. Ils peuvent envoyer des drones sous-marins autonomes, lâcher des caméras qui filment en descendant, ou cartographier le trou depuis la surface grâce au sonar. Plusieurs méthodes permettent ainsi d'explorer ces profondeurs. Malgré nos avancées technologiques, de nombreux lieux sur Terre restent inexplorés. En réalité, nous avons cartographié davantage la surface de Mars que celle des fonds marins. Les engins spatiaux peuvent balayer une planète entière rapidement, alors que la cartographie sous-marine est lente, coûteuse et entravée par l'obscurité et la pression. Pourtant, Taamja conserve le record du trou bleu le plus profond au monde, pour l'instant. Si tu effectues une croisière aux Galapagos, tu auras peut-être la chance d'apercevoir un animal tout à fait remarquable. Il s'agit du poisson chauve-souris des Galapagos, qui ressemble à une sorte de chauve-souris surmaquillée. On le trouve à des profondeurs allant de 5 à plus de 100 mètres. Et tu as peu de chances de le louper, car il peut mesurer jusqu'à 25 cm de long. Il arpente principalement les fonds marins, où il se dandine à l'aide de ses petites nageoires trapues, pourvues de pieds assez larges. Oui, c'est plutôt étrange de voir un poisson marcher, mais de temps en temps, il remonte à la surface pour voir s'il se passe quelque chose d'intéressant là-haut. On les trouve aussi au bord des récifs. Le poisson chauve-souris n'aime guère les eaux chaudes, c'est pourquoi tu le trouveras surtout dans des courants plus froids. Voici une baudroie. C'est le genre de poisson qui attire ses proies potentielles au moyen d'un lobe charnu. Tu le vois juste ici, au bout d'un filament qui ressort de son museau? Ces poissons ont généralement une grosse tête et une large bouche. Sans commentaire. Leur queue et leur corps sont relativement petits en comparaison. Le poisson chauve-souris, lui aussi, présente une excroissance charnue sur sa tête. C'est ainsi qu'il attrape de petits animaux tels que les mollusques, les crevettes et les petits poissons opportuns. Regarde cette créature bizarre qui se tapit dans les profondeurs de l'océan. Il s'agit d'un poisson tripode, que l'on trouve dans les océans Indien, Pacifique et Atlantique. Admire plutôt ses longues nageoires osseuses. Elles peuvent s'étendre jusqu'à 1 mètre à partir de leur base et de la queue du poisson. Les scientifiques pensent qu'ils pompent du liquide dans ces nageoires lorsqu'ils se tiennent debout afin que celles-ci restent rigides. Lorsqu'ils nagent, leurs longues nageoires virevoltent doucement sous leur corps, ce qui peut parfois sembler un peu saugrenu. Je veux dire, la partie marche a l'air un peu bizarre aussi, mais plutôt cool, il faut bien l'admettre. Les poissons tripodes ont évolué pour se reposer sur leurs longues nageoires afin de se dresser plus haut. C'est ainsi qu'ils se trouvent dans la position idéale pour attraper les poissons, les petites crevettes et les autres petites créatures malchanceuses, mais savoureuses, que le courant océanique amène directement dans leur bouche. C'est un mécanisme parfait quand on y pense. Les courants sont à peine perceptibles au niveau des fonds marins, ce qui ne leur facilitait pas vraiment la tâche. Et ce poisson ne voit même pas sa proie arriver. Il est presque aveugle car il passe le plus clair de son temps dans un habitat obscur. Mais ses longues nageoires détectent les vibrations des sédiments boueux produites par les petits animaux qui passent à proximité. Ces nageoires pectorales, situées juste derrière sa tête, sont pour leur part des sortes d'antennes. Elles lui donnent des informations supplémentaires sur le dîner à venir. Tu dois admettre que tu n'as pas vu beaucoup d'animaux à l'air aussi grincheux que cette Ophidiidae. Ils sont pourvus de longues nageoires et d'un long corps, et contrairement aux apparences, ce ne sont pas vraiment des anguilles. La famille des Ophidiidae compte différents membres, chacun ayant ses propres caractéristiques. Par exemple, le poisson sans visage. Comme son nom l'indique, la plupart des membres de cette espèce n'ont pas de visage apparent. Certains ont des yeux fonctionnels et d'autres non. D'autres encore produisent des sons bizarres lorsqu'ils sont en quête d'un partenaire. Et beaucoup d'entre eux vivent en eau profonde.
De nombreux spécimens présentent des nageoires pelviennes sous leur corps, mais les Ophidiidae sont allés encore plus loin. Les nageoires pelviennes ont progressé au cours de leur évolution, ce qui explique la présence de ces fins barbillons sous leur tête. Les vraies anguilles, quant à elles, n'ont même pas de nageoires pelviennes. On peut voir des poissons volants bondir dans les eaux chaudes des océans du monde entier. Grâce à la forme particulière de leur corps effilé, ils peuvent atteindre une vitesse d'environ 60 km/h, alors qu'ils se trouvent encore sous l'eau. Lorsqu'ils atteignent cette vitesse, ils s'inclinent vers le haut et émergent à la surface en battant rapidement de la queue. Ils se propulsent à l'aide de leur caractéristique la plus emblématique, c'est-à-dire leur grande nageoire pectorale semblable à des ailes. C'est ainsi qu'ils échappent aux plus gros poissons qui les poursuivent. Et il y a tant de prédateurs qui se cachent dans les profondeurs de l'océan et qui espèrent bien attraper ces poissons volants. Par exemple, le thon, le maquereau, l'espadon, le marlin et d'autres poissons plus massifs encore. Le défi est de taille et les poissons volants ont donc dû développer une excellente tactique pour en réchapper. Mais lorsqu'ils atteignent la surface, ils deviennent parfois la cible des oiseaux. De plus, ils sont attirés par la lumière. Les pêcheurs le savent et l'utilisent donc à leur profit pour les attraper. On dirait vraiment que personne ne veut les laisser tranquilles. Mais au moins, les jeunes poissons volants disposent d'un moyen de ne pas se faire croquer. Ils présentent parfois des filaments qui ressortent de leur mâchoire inférieure. De cette façon, ils peuvent se camoufler parmi les plantes sous-marines et obtenir peut-être un peu de répit. Au premier abord, on a l'impression de voir un petit sac en plastique, mais il s'agit en fait d'une créature marine bien réelle, quoique assez bizarre, et qui peut mesurer jusqu'à 15 cm. Vue sous un autre angle, on comprend d'où elle tient son nom de cochon de mer, vraisemblablement dû à son corps de couleur rosâtre et probablement au fait qu'elle aime tellement les fonds marins boueux. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun avec les cochons. Ces petits bonshommes sont en fait des sortes de concombres de mer. Et tu dois admettre qu'ils sont surprenamment adorables, avec leurs pieds tubulaires sur le dos, sous le ventre et tout autour de la bouche. Ces créatures passent l'essentiel de leur temps à renifler les fonds marins boueux. Elles se nourrissent principalement de restes d'algues mortes ou d'autres morceaux savoureux tombés quelque part depuis la surface. Bien sûr, ils peuvent aussi se nourrir de choses plus grosses, comme une baleine entière par exemple. Les cochons de mer sont d'excellents gardiens pour les jeunes crabes royaux, tels que les Neolithodes Diomedeae. Les chercheurs ont déjà vu ces petits crabes se cacher sous les cochons de mer et leur grimper dessus. C'était probablement un moyen pour les jeunes crabes de se protéger de prédateurs dangereux. Et pour les cochons de mer, c'était un moyen de tuer le temps et de se faire des amis à bon compte. À première vue, les Gymnosomata donnent l'impression qu'un animateur fort inspiré a décidé de créer un dessin animé aux héros aussi mignon que sympathique. Mais il s'agit en fait d'un véritable animal, à savoir une petite limace de mer capable de nager. Son corps est transparent, ce qui lui donne un air enchanteur. Et regarde ses gracieux battements d'ailes. Ce n'est certainement pas ce que l'on attendrait d'une limace. À tout prendre, elle préfère demeurer dans les eaux froides. Les escargots et les limaces appartiennent généralement à la famille des gastéropodes. Les membres de ce groupe présentent le plus souvent des pieds musclés, mais dans le cas des Gymnosomata, ces pieds se sont transformés en appendices évoquant des ailes. C'est ce qui leur permet de nager en pleine mer. Ces créatures n'ont pas non plus de coquilles, mais ne te laissent pas abuser par leur apparence angélique. Elles peuvent s'avérer particulièrement sournoises. Elles utilisent leurs tentacules et cet organe appelé radula lorsqu'elles veulent tirer d'autres escargots de mer de leur coquille. Et pourquoi faire ? Eh bien, à ton avis ? À première vue, cette créature, répondant au nom de siphonophore géant, ne semble pas si effrayante en dépit de son apparence de 1000 pattes. Mais quelle taille ces créatures peuvent-elles atteindre ? Eh bien, il semblerait qu'elles puissent s'étirer jusqu'à 40 mètres de long. D'accord, il semble qu'il n'y a pas de quoi s'en faire, même en y regardant à deux fois, mais je n'aimerais quand même pas me retrouver face à ça. C'est comme si l'on regardait une longue chaîne qui flotte dans les profondeurs de l'océan. Bien qu'elle ait l'air d'un innocent bout de corde, cette créature consiste en un ensemble de pièces tout à fait fonctionnelles, chacune d'entre elles remplissant une fonction spécifique. Certaines de ces parties sont chargées d'attraper des proies, tandis que d'autres digèrent la nourriture. Certaines parties servent à la reproduction, alors que d'autres dirigent le mouvement de toute la structure en nageant. Cette créature est bioluminescente, c'est-à-dire qu'elle génère sa propre lumière. Lorsqu'elle se heurte à un objet quelconque sur son chemin, sa tige s'illumine et l'on peut voir une vive lumière bleue. Les Opisthoteuthidés ne sont-ils pas vraiment mignons ?
Avec leurs bras palmés et trapus, leurs grands yeux et leurs nageoires rappelant des oreilles sur leurs petits manteaux, ils sont absolument adorables. La plupart du temps, tu trouveras de telles pieuvres le long des fonds marins. C'est là qu'elles passent le plus clair de leur temps, car c'est ici qu'elles peuvent se détendre et s'étirer comme des crêpes. Et lorsqu'elle sent qu'il est temps d'aller quelque part, cette petite créature nage ou plane au-dessus du plancher océanique. Elle bat des nageoires et agite ses tentacules palmés. Et elle ne ressemble pas du tout à une pieuvre, mais plutôt à une sorte...